Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 259 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, débrief du match 3 des finales NBA. Bon, alors, je vais même pas vous demander comment ça va, je vais vous demander est-ce que vous êtes fan de Boston surtout parce que c'est ça qu'il faut être aujourd'hui, un fan des Celtics, puisque 3-0 dans cette série, est-ce qu'on va vivre un comeback de folie légendaire ou est-ce que juste on va avoir un titre de Boston? On verra ça, mais avant ça, avant le match 4 et la suite de la série, débrief du match 3, allons-y. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur la plateforme de podcast préférée. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du match 3 des finales NBA entre Boston et Dallas. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, match 3 des finales NBA, Boston qui mène désormais 3-0 contre Dallas. Débriefons un peu tout ça. Donc, je pense que d'une manière assez générale, bon, évacuons ça rapidement. J'ai pas trouvé l'arbitrage qui était très bon. Et je parle même pas que côté Dallas avec cette expulsion de Luka Doncic, même si c'est vrai que ça a un peu gâché la fin. Et que, bon, moi j'ai un peu une croisade personnelle contre les passages en force qui est à mon avis la pire règle de l'histoire de ce sport. Mais bref, fermons cette parenthèse. Non, j'ai pas trouvé l'arbitrage très bon. Globalement, des deux côtés du terrain, il y a cette faute assez évidente sur Tatum sur un dunk en transition là, de la part de Washington. Enfin voilà, on va pas tout citer, il y a plein d'exemples comme ça. Vous pouvez aller écouter plein d'émissions qui vont en parler. Je vais essayer plutôt de parler de terrain et de tactique, mais bon, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment rare, je trouve, qu'on ait un niveau d'arbitrage à ce point mauvais, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est un peu frustrant, un peu énervant. Mais bref, c'est comme ça, tant pis, essayons de parler de jeu, parce que voilà, ça ne s'est pas joué non plus sur l'arbitrage, on ne va pas faire croire ça, mais c'est vrai qu'au-delà de cette frustration arbitrale, il y a aussi une frustration, je trouve, moi, côté Dallas, où déjà, en termes de résultats de la série, on n'a pas trop de répondants pour l'instant, et où je trouve que Dallas n'est quand même pas top. Alors, comme dit aussi, on en avait parlé en preview et j'en ai parlé sur Twitter et enfin, on n'arrête pas de le répéter, mais je pense que de base, on a en effet une équipe de Boston qui est plus forte, ok, mais ce qui est un peu dérangeant, c'est que j'ai l'impression que Dallas est quand même pas top et fait pas tout, met pas tout en place, ou n'y arrive pas en tout cas. Donc il y a un peu cette frustration, quoi. C'est pas juste une équipe qui est moins forte et qui peut rien faire, du genre, moi je sais pas, toutes les fameuses finales NBA Cavaliers contre les Warriors de KD. Bon ben voilà, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. KD a un peu gâché la fête la NBA pendant 3 ans. Ok, tant pis, bon, il n'y a rien à faire. Là, je pense que Dallas pourrait faire des trucs en plus et ne le fait pas. Donc c'est un peu dommage. Peut-être on peut commencer par ça, mais le coup tactique qui a été tenté par Jason Kidd, notamment sur ce match, ça a été de faire jouer beaucoup et beaucoup plus Tim Hardaway Jr. Bon, je pense qu'on peut le dire, ça a été un échec monumental. Et voilà, c'est un peu l'histoire de comment dire, de ce move, et c'est le profil aussi, hein. C'est-à-dire que là encore, on en avait parlé en preview. Moi, je parlais de est-ce qu'on pourrait pas avoir un Tim Hardaway game junior éventuellement dans cette série. Bon, on l'a eu, mais je pensais que ce serait un peu dans l'autre sens. Je pensais que ce serait un peu un joueur qui a une telle variance, tu le fais jouer et d'un coup, il faut pas s'attendre à ce qu'il soit régulier, mais tu peux le faire jouer et d'un coup, il te sort un 6 sur 8 à 3 points, 22 points et ça fait basculer la série avec cet apport-là qui sort un peu de nulle part. Voilà, c'est un joueur à haute variance, très irrégulier, mais qui du coup peut avoir des très bas, mais aussi des très hauts un peu sortis de nulle part. Là, le problème, c'est qu'on l'a eu dans le négatif, quoi. Et que, donc, le problème, c'est qu'il a quoi? Il est 0 sur 5, 0 sur 6 au tir, je crois. Il n'a pas mis un tir, il n'a pas mis un 3 points, notamment. Et le problème, c'est que t'attends un peu que ça sorte et que c'est jamais sorti, son surplus offensif. Et par contre, de l'autre côté, tu l'as eu sur le terrain pendant pas mal de minutes, quoi. Pendant 20 minutes. Il a joué quasiment 20 minutes sur ce match-là. Il a même joué plus que Derrick Jones Jr., donc sur ce match, qui est, là encore, c'est un coup tactique qu'on peut comprendre, j'allais dire. Oui, je pense que je peux le comprendre, mais en tout cas, le pari a été perdu. Parce que Jones, pour le coup, aurait peut-être continué d'offrir un peu plus ce premier rempart défensif. En même temps, je peux aussi comprendre de se dire, de toute façon, on a aussi des schémas où on fait des switches et puis on a une aide en deuxième rideau. Donc,
Est-ce qu'on a besoin à ce point de quelqu'un qui est fort en premier rideau? De toute façon, vu que Boston va chercher des switches et que de toute façon, on va avoir des aides derrière pour protéger, d'une part, et que de l'autre côté, Jones, pour le coup, ses 3 points, il n'aimait pas non plus, quoi. Ni il l'aimait, ni il a la menace de ça. Et donc, finalement, Derrick Jones Jr. nous handicape, énormément en attaque, et en défense, c'est pas si primordial que ça de toute façon, parce que sur le terrain ou pas, Boston va aller chercher quelqu'un d'autre, va aller chercher Doncic ou Irving et attaquer Doncic ou Irving en premier rideau, et en plus en deuxième rideau on a une aide. Donc bon, je peux envisager le fait qu'on fasse un peu ce pari de allez, Jones Junior, tu joues moins, beaucoup moins, même Dante Exum du coup tu joues moins, on va plutôt essayer de faire le pari Tim Hardaway Junior. C'est juste que le pari a été manqué et que donc, pardon, je ne sais même pas si je l'ai dit, je commence à me perdre. J'y viens un peu sans filer aujourd'hui. Mais non, le problème c'est qu'il t'a un peu, enfin pas que un peu, beaucoup handicapé en défense. Et que ça a rajouté quelqu'un sur le terrain que tu pouvais cibler. Et d'ailleurs, le fameux tir de Jaylen Brown là, en fin de match, un peu qui devient iconique, non pas, mais un peu marquant, le pull-up de fin de match, un peu pour aider à Boston à plier le match, c'est que c'est un switch et ça va chercher Tim Hardaway Jr. Et des exemples comme ça, il y en a pas mal. Sur les 20 minutes qu'il a passé sur le terrain, il a été beaucoup ciblé. Et donc, ça a offert à Boston une autre cible potentielle pour ces finales, pour ce match des finales et pour cibler, et pour développer de l'attaque à partir de ce mismatch-là. Donc, voilà, vraiment, pari perdu. De l'autre côté aussi, Maxi Kleber, que vous savez que moi j'aime beaucoup, et notamment pour ce côté poste 5 qui peut shooter quand il est placé poste 5. On est là encore, on est sur un trou d'air à 3 points, et en plus, c'est même pas que le fait de manquer les 3 points. En fait, il les prend même plus, les 3 points. Pour le coup, là, Maxi Kleber, il a une perte de confiance, il a une perte de. Enfin, il n'y a aucune spontanéité, et parfois, il peut avoir des tirs ouverts, il les prend pas, donc ça, c'est dommage. Là, il a joué 8 minutes à peine sur ce match-là, et bon, voilà, globalement, il est pas bon du tout, alors que pour moi, c'était un des facteurs X de cette série. Pareil, bon, Jones Junior, on en a parlé un peu, mais pour le coup, lui aussi, qui était un facteur important du run de playoff, il est pas là du tout sur cette série. Et bon, il y a un peu cet aspect où, si on regarde un peu le 3 points, à part Irving, qui a mis des pull-ups à 3 points sur ce match-là, Doncic, il en a mis 1, on va y revenir dessus. Washington, 3 sur 6 à 3 points sur ce match, donc plutôt pas mal. Mais en dehors donc de PJ Washington, qui est le seul qui a commencé un peu à mettre des 3 points sur la série en tant que role-player, enfin, match 3, Jones, 0 sur 1, bon, les pivots, non. Jaden Hardy, 0 sur 0 sur ce match-là, il a joué 4 minutes. Maxi Kleber, 0 sur 1, Dante Exum, 2 minutes de jouer et pas de 3 points. Tim Hardaway, 0 sur 3 à 3 points. Et Josh Green, à peine 1 sur 1. Bref, on a un problème qui est majeur, c'est ça, c'est le 3 points, c'est le spacing. Vous le savez, on le répète depuis le début, Boston ne respecte pas les shooters de Dallas. Enfin quelqu'un qui le fait à fond. Quoique non, OKC l'a fait aussi. Mais OKC n'a pas eu. Le problème d'OKC, c'est que en abandonnant des shooters, les shooters de Dallas le mettaient quand même les tirs. Donc c'est dommage. Mais c'est vrai que si on peut continuer sur ce thème du 3 points et aborder un autre thème, enfin, on peut rester là-dessus, pardon, mais c'est le fait que, donc, si on regarde un peu l'efficacité à 3 points des deux équipes, on a Dallas qui est remonté à 36%, donc, mais comme dit, c'est un 36% où la majorité des tirs, ce sont des pull-ups par Doncic et Irving, et finalement, ça en dit pas tant que ça sur le casting de role-player à côté. Ok, mais au moins c'est déjà mieux que les 24% du match 2. Et puis, pareil, Boston qui est à 36% également sur ce match-là. Donc, j'étais un peu étonné des chiffres parce que moi, pendant le match, j'avais l'impression que beaucoup de tirs entraient côté Boston, notamment, et que ça a fait du bien, tout ça. Mais justement, c'est aussi un peu mon point, c'est que je pense qu'il y a aussi, on voit aussi la différence entre une équipe qui prend énormément de tirs à 3 points et une équipe qui en prend beaucoup moins. Et là, c'est vrai qu'en termes de fréquence, en fait, Boston, encore une fois, plus de la moitié de leurs tirs ont été pris à 3 points sur ce match-là. 55% de leurs tirs étaient à 3 points. Et en effet, ça fait une énorme différence avec Dallas qui est même pas à 30%. Donc, c'est là-dessus où, pareil, comme au match 2, on en avait déjà parlé, mais match 2, les deux avaient une efficacité à 3 points qui a été catastrophique. Mais au final, Boston s'en sort parce que des tirs primés et des tirs rentables, ils en prenaient plus. Donc, même s'ils avaient la même inefficacité, les deux, si eux ils en prennent plus de ces tirs rentables, ouais, tu mets plus de points mécaniquement. Et là, c'est un peu pareil. Là, c'est un peu pareil dans le sens où on a donc les deux équipes qui sont à 36% à 3 points, mais sauf que tu as Boston qui en prend des tonnes. Et donc voilà, c'est un peu le pouvoir de la fréquence du 3 points aussi, quoi. Ça peut aussi être reproché, ça a longtemps été reproché, et ce le sera de nouveau encore à Boston de prendre beaucoup de 3 points et de ne pas aller assez au panier. Là encore, une performance où ils ne sont pas allés au panier du tout, pas beaucoup en tout cas, Boston. Mais
Mais voilà, il y a cette différence aussi que, comparé à Dallas, ils prennent des tonnes de 3 points, donc pour la même efficacité, tu mets plus de points, quoi. Très, très basiquement. Alors que de l'autre côté, quelle est la zone du terrain où Dallas a pris des tonnes de tirs? Un peu plus au panier, mais surtout dans la short mi-distance, donc la zone des flotteurs, qui est une zone un peu beaucoup moins rentable en fait, en termes d'efficacité attendue et de productivité attendue, parce que c'est soit des flotteurs contestés, soit des hook-shots, soit des tirs un peu, non pas sous le panier, mais un peu plus loin du panier, donc pas hyper efficace cette zone-là. Bref, voilà. Je voulais un peu souligner ce côté, à double tranchant, on en a déjà parlé, mais il y a un côté négatif avec le 3 points. Parfois, tu peux t'enrayer et t'enliser là-dedans et pas faire grand-chose. Là, il y a aussi le côté positif où c'est simplement... il y a aussi un avantage concurrentiel, en fait, encore avec ce côté, tu prends plus de tirs primés que l'adversaire, plus de tirs rentables, ça marche, quoi. Ça marche. Tu prends beaucoup plus de tirs à 3 points, donc pour la même efficacité, tu mets plus de points. Donc ça, c'était un point important, et ça relie aussi avec cet aspect de spacing de Dallas qui finalement n'arrive absolument pas à générer des 3 points dans ce match. Dans cette série même, je pense qu'on peut dire. Dallas est un peu en manque de shooters d'élite. Ça, on le sait. Les mecs ne mettent pas un 3 points, ok, mais on en vient même à ne pas prendre des tirs quand ils se présentent. Et puis, même globalement, il n'y a pas tant que ça d'ouverture dans la défense de Boston. C'est hyper bien géré et il n'y a pas tant que ça de création de chaos, il n'y a pas tant que ça de création de décalage qui aboutit sur des tirs à 3 points grands ouverts, comme on avait eu l'habitude de voir sur les séries précédentes. Voilà, c'est aussi, pour moi, c'est un peu la différence, c'est que contre Minnesota, même contre OKC au deuxième tour, on avait pas mal de tirs à 3 points qui étaient tentés, aussi parce que Doncic et Irving arrivaient à créer du jeu et arrivaient à générer des opportunités de catch and shoot. Sans même parler de réussite et d'efficacité, les tirs étaient là. Là, je trouve qu'on a une incapacité à créer un décalage dans la défense parce que Boston défend hyper bien. Boston a une polyvalence défensive qui est assez incroyable et Boston en plus ne respecte pas certains shooters, ce qui fait que on a une défense qui est très, très, très dynamique, très polymorphe, qui arrive à s'adapter et qui en fait laisse toujours les bons shooters ouverts, ou enfin, plutôt les bons non-shooters ouverts. Bref, il y a une absence de création de jeu, il y a une absence de je vais jusqu'au panier, je crée un chaos total et puis ça crée la débandade dans la défense. Je trouve que pour le coup, Dallas, c'est là où ils sont un peu décevants sur cette série et là où Boston brille défensivement, c'est que en fait, Dallas n'arrive pas à créer de jeu concrètement, quoi. Pas autant que ce qu'ils arrivaient à faire sur le début des playoffs et même sur l'intégralité des playoffs jusqu'au final. Et encore une fois, on va suivre cette stat match après match, mais on est encore à 7% de tirs dans les corners pour Dallas. À peine 7%, ce qui est très faible comme chiffre, alors que sur les séries d'avant, leur force était d'arriver à générer des 3 points dans les corners, justement. Et donc, ils étaient autour des 15, 17, 20% de tirs à 3 points pris, enfin 20% de tirs totaux, 20% de tous leurs tirs qui étaient pris dans les corners à 3 points, donc une proportion qui était assez énorme, quand on approche les 1 sur 5 tirs en général pris dans les corners à 3 points. Là, on est à 7%, on était aussi à 6%, je crois, en match 2, 3% en match 1. Bref, voilà, ce côté profil de tir illustre assez bien cette incapacité à créer du jeu. Après, moi, j'ai aussi un autre problème, c'est que, on est toujours sur le même schéma. À côté de Dallas, il n'y a pas grand-chose qui a été changé. Je trouve que, tactiquement, je reste sur ma faim. J'ai passé combien 2 semaines fois 3 tours, ça fait combien ça fait 6 semaines. J'ai passé 6 semaines à dire que Jason Kidd était en train de battre tous les coachs qu'il a rencontrés, qu'il était meilleur, etc. etc. Là, je suis vraiment sur ma faim à côté de Jason Kidd parce que je trouve qu'en termes de créativité tactique et même de tactique proposée, on n'a vraiment rien, quoi. On n'a pas grand-chose et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne propose pas plus l'attaque d'avant, c'est-à-dire des pick and roll, des double drag à deux écrans, du Spain pick and roll ou ce genre de schéma qui, certes, tu fais face à un switch all, donc tu fais face à une défense qui va switcher tous les écrans, mais bon, on a vu aussi, et même y compris sur cette série, que même face à un switch all, le fait d'avoir des actions un peu plus complexes que simplement amène un tel et puis je vais le cibler, le fait d'avoir un Spain pick and roll avec un écran dans le dos du défenseur, le fait d'avoir des double drag avec ensuite le double drag, qu'est-ce que c'est un pick and roll à 2 écrans, tu peux ensuite imaginer après les 2 écrans, le premier poseur d'écran qui ressort, qui prend un autre écran de la part du premier. Bref, t'as plein d'actions un peu plus complexes que d'habitude Dallas faisait et que là on ne retrouve pas, quoi. Donc c'est un peu dommage et ça vient se rajouter et évidemment à ce jeu de match-up dont on n'a même pas encore parlé aujourd'hui, mais le fameux jeu des match-up où on ne met pas le pivot de Boston sur la cible préférée du pick and roll de Dallas. Comme ça, on vient anéantir un peu le pick and roll 1-5, le pick and roll Doncic plus son pivot Gafford de Lively. Voilà, ça marche toujours aussi bien. Donc on a affaire en fait à une équipe de Dallas qui est possible en fait.
qui est poussif, qui a des joueurs qui sont abandonnés, mais c'est pas les bons qui sont abandonnés. Évidemment, ça c'est Boston qui calcule très bien. Ça permet de mieux contenir Doncic, donc et Irving aussi. On a aussi une défense qui fait du switch all, qui va concéder un match-up, mais là aussi c'est un point qui m'énerve, c'est que je trouve qu'on a beaucoup, et même beaucoup trop, de pull-up à 3 points sur isolation, de la part de Irving et de la part de Doncic. Puisque, en effet, à partir du moment où Boston fait un switch et ensuite vient apporter des aides et vient quadriller le terrain et vient boucher l'espace à l'intérieur, à quel point est-ce que c'est pas la bonne décision de pas aller se frotter à un deuxième, à un troisième défenseur si tu pénètres, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et c'est là-dessus où Boston est en train de gagner la partie pour moi, c'est que ça concède des isolations, ok, mais ça ne concède pas des drives jusqu'au panier. Alors que, comme dit, c'est précisément la grande force de Dallas, de faire ses drives plein centre du terrain et plein cœur du jeu pour ensuite casser la défense de par cette menace à l'intérieur, soit scorer si ça aide pas, ou alors si ça aide, ressortir et générer du jeu, etc. etc. Et là, je pense que Boston est en train de gagner parce qu'ils sont en train de forcer Dallas à attaquer les switches. En tout cas, il les laisse attaquer sur pull-up à 3 points. Sauf que, évidemment, ça marche pas. C'est pas des tirs rentables, c'est pas des tirs qui sont ouverts en plus. Donc voilà, on parlait du total de nombre de 3 points. Je pense que non seulement ils ont une fréquence de 3 points qui est beaucoup plus faible que Boston, mais en plus, si on enlève tous les pull-ups, on a combien de vrais catch and shoot dans le lot? On en a encore moins. Alors que Boston, pour le coup, la majorité de leurs tirs à 3 points, c'était catch and shoot. Donc, vous voyez, ça vient encore amplifier cette différence de fréquence de 3 points d'un côté et de l'autre, parce que non seulement il faut retirer des 3 points à Dallas quand on compte quand on enlève tout ce qui est pull-up, qui sont des tirs avec une rentabilité encore moins grande et encore plus une rentabilité attendue encore plus petite. Mais en plus, de l'autre côté, donc, Boston, eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est beaucoup de catch and shoot, contrairement à Dallas. Bref, donc, on a un peu cet aspect qui me frustre, moi, côté Dallas, de manque de créativité tactique de la part de Jason Kidd pour essayer de mettre dans de meilleures positions Doncic ou Irving. Pourquoi on n'a pas plus de post-up aussi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de jeu off-ball? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de pick and roll entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de pick and roll malgré le switch de pick and roll 1-5 avec Doncic et Lively et en posant les écrans très haut, par exemple? Ça, on l'a vu aussi. On sait que quand Lively vient poser l'écran au niveau de la ligne médiane, ça switch, ok. Donc, a priori, pas de décalage, sauf que tu as un espace immense derrière. Donc, même si ça switch, tu as Lively qui peut faire la course et qui peut aller au panier plus vite qu'un Joe Holiday ou un Jaylen Brown qui a switché sur le gros et qui doit suivre. Donc, voilà, il y a plein d'aspects un peu frustrants d'un point de vue tactique. Et puis, de l'autre côté aussi, ce côté sélection de tir qui est assez mauvaise pour moi. Parce que voilà, quand tu as un switch et que tu vas chercher Hallerford et que Hallerford il presse haut parce qu'il sait qu'il a une net derrière et qu'en pressant haut il arrive à contester, voire même à contrer le pull-up à 3 points, voilà, c'est exactement ce que Boston veut en fait. Donc tu te fais complètement avoir. Avec en plus un aspect un peu dommage où on n'a pas forcément un Doncic et un Irving en grande forme non plus. Là par exemple, c'est vrai que on a parlé de Hallerford où c'est pas toujours le bon choix pour comment est-ce qu'on l'attaque, mais voilà, même des Peyton Pritchard, même des Sam Hauser, je trouve qu'on n'est pas en réussite sur les tirs qui sont pris face à eux. On n'arrive même pas forcément tout le temps à créer de la bonne situation pour les punir tel ou tel switch. Enfin, je veux dire, Pritchard, normalement, on a vu qu'en saison régulière, on arrive à le punir assez facilement. Et ok, parfois Boston fait du blitz pour des prises à deux pour empêcher que Doncic attaque Pritchard. Là, sur ce match, on a eu quelques situations où il n'y avait pas de blitz. On n'était pas comme au match 1 où ça faisait des blitz et des prises à deux agressifs pour faire sortir le ballon et qu'il ne puisse pas attaquer Pritchard. Là, on a vu Doncic qui attaquait Pritchard et qui n'arrivait pas à générer de bons tirs ou à les mettre, en fait. Il y a ça aussi. Ou alors on a vu des tirs face à Moser, pareil. Ou alors on a vu des lay-ups au panier ou autour du panier qui ont été manqués, des tirs que d'habitude Doncic met. Donc c'est un peu dommage, c'est même vraiment dommage parce qu'on a ce côté où je les trouve pas forcément hyper en forme en termes de choix, en termes de shot-making. Et donc ce qui fait que voilà, t'as tellement une marge d'erreur qui est faible face à cette équipe de Boston qui est plus forte sur le papier que t'es puni en fait. T'es puni. De l'autre côté aussi, on n'a pas non plus une équipe de Dallas qui arrive à provoquer beaucoup de lancers francs. On avait parlé aussi ça comme point bascule de la série, de à quel point est-ce que face à une défense de Boston qui va un peu bouger partout, donc pas forcément tout le temps être en bonne position, et donc avec Doncic ou Irving qui sont, surtout Doncic qui est capable de provoquer beaucoup de fautes, est-ce que ça peut pas aider? Bon, en l'occurrence, c'est pas trop le cas. Et puis aussi, pareil, de l'autre côté, moi, là où c'est un peu embêtant, je trouve, c'est que on a encore une fois une équipe de Dallas qui est battue en transition. C'est-à-dire que Boston arrive à dérouler du jeu et à créer du jeu sur de la transition, de la semi-transition, alors que Dallas, non. Et ça, c'est un côté point facile, ou en tout cas point plus facile que sur du jeu posé de demi-terrain.
c'est un aspect où Dallas, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils aillent gratter un peu des points de ce côté-là. Et là, c'est pas le cas. On a vraiment un nombre de déchets et d'occasions un peu manquées sur transition qui est assez énorme, alors que de l'autre côté, c'est l'inverse. De l'autre côté, c'est Boston qui, eux, déroulent de la transition, vont chercher beaucoup de points, vont créer des mismatchs en transition, etc. quoi. Donc c'est aussi dommage. Et en plus, vu qu'on parle un peu des points à côté, des points autres, c'est vrai qu'on n'a toujours pas non plus une domination au rebond offensif, comme ça avait pu être le cas aussi sur des séries un peu avant. Donc voilà, là aussi c'est dommage, on pouvait s'attendre un peu à ça, et pourtant c'est pas le cas. Donc voilà, pas plus à dire pour l'instant sur une échelle un peu macroscopique. Je ne vais pas non plus rentrer dans des détails tactiques de action après action, on le fera peut-être en vidéo, mais voilà. Encore une fois, l'attaque de Dallas qui souffre de manque de spacing, manque de tactique un peu variée, et qui tombe un peu dans le piège de Boston, hein, qui déroule parfaitement le plan de jeu de contenir Doncic, les forcer sur des tirs difficiles, Doncic et Irving, et ne pas respecter le 3 points et ne pas être puni. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et puis pour aller un peu de l'autre côté du terrain, côté attaque de Boston, c'est vrai qu'on a 2 thèmes principaux que sont, je trouve, le 3 points et le fait que ça y est, enfin on a des 3 points qui rentrent, avec notamment Sam Hauser, hein, qui a commencé un peu à mettre des tirs à 3 points. Tillman en a mis un même, carrément. Mais voilà, on a aussi cet aspect, ce petit boost du 3 points. Comme dit, au final, ils sont que à 36%, je crois, sur le match, donc c'est pas fantastique, mais moi j'ai eu l'impression qu'ils ont mis des tonnes de 3 points, un peu pour punir, un peu pour driving kick, extra pass, catch and shoot, et puis on met le 3 points qui fait mal. Donc ça a été assez cool. Je me demande à quel point les chiffres de généraux de moyenne de 3 points, de pourcentage à 3 points, sont pas plus bas que ce qu'on pense, parce que sur la fin de match, ça a un peu bloqué. Mais bref, fermons cette parenthèse. Mais voilà, on a aussi, comme dit, Sam Hauser, c'est aussi pour ça qu'on le fait jouer. C'est parce qu'au bout d'un moment, on a un peu la théorie du ketchup, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu tapes, il n'y a rien qui sort. Et puis un jour, à force de taper, ça sort d'un coup. Et là, on a eu ça, notamment sur la première mi-temps, on a eu plusieurs 3 points primordiaux de la part de Sam Hauser, notamment un où on le met exprès côté fort, avec que lui côté fort, sur une isolation de Tatum. Et donc, notamment, quand on a Doncic qui est sur Sam Hauser et qui tourne la tête pendant une demi-seconde, qui se retourne pour dire attendez, moi je suis côté fort, que quelqu'un côté faible vienne dans la raquette faire la pré-rotation. À peine le temps de faire ça que Tatum a balancé la passe à Sam Hauser, qui, avec son no deep 3, le fait de shooter sans descendre la balle, shooter immédiatement, ça punit. Bref, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Je trouve qu'on a aussi, plus généralement, on a continué à voir les Boston Celtics driving kick aussi, qu'on a décrit sur le début de série également, c'est-à-dire pas seulement je crée le match-up pour l'attaquer en 1 contre 1, mais je crée le match-up, le mismatch, surtout je vais chercher le mismatch, ça provoque des aides, donc je peux ensuite faire le driving kick, extra pass, catch and shoot. Ça, on a vu ça. Et puis je pense que l'autre aspect qu'on a déjà bien décrit, c'est tactiquement, c'est l'organisation du terrain, qui est fabuleuse, avec en plus, je trouve, sur ce match, un bon paquet de systèmes de jeu hyper intéressants de la part de Mazzulla pour justement aller titiller la défense de Dallas quand il faut, mais des systèmes qui ne... Voilà, ça saute pas aux yeux en tout cas. Ça saute pas aux yeux en termes de système un peu gadget, genre le système Elevator, genre le Horns ou des trucs comme ça, mais c'est des vrais systèmes de jeu qui sont scriptés et qui sont faits pour attaquer tel ou tel espace, tel ou tel défenseur. Donc un côté hyper intelligent, hyper bien scripté dans certains systèmes de jeu. Notamment, on va libérer un post-up de Jaylen Brown et puis on fait un renversement de jeu pour qu'il attaque un tel qui est plus petit au poste bas. Notamment, on va renverser le jeu de l'autre côté du terrain pour aller cibler, vu qu'on essaye de mettre Gafford ou Lively en tant que Lomen, on va les cibler directement. On fait tourner la balle pour qu'il puisse être attaqué frontalement et qu'il ne reste pas en tant que Lomen, par exemple. Et donc voilà, globalement, je pense qu'on a un peu tout l'enjeu de ces finales côté attaque Boston, un peu là-dessus. C'est comment est-ce qu'on arrive, enfin qui va remporter la bataille du low-man. Donc le low-man, un peu pour redéfinir, qu'est-ce que c'est l'aide côté faible. Voilà, très, très basiquement. Pourquoi low-man, c'est littéralement l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond, donc c'est celui qui doit aider. Et qu'est-ce qu'a fait Boston très bien sur le début de série, c'est, vous le savez, soit de mettre proche du panier un petit, comme ça le low-man c'était également quelqu'un qui défend un petit, c'est un petit, donc Irving. Donc ça c'est la fameuse technique du dunker spot. Et puis match 2, on l'avait décrypté en vidéo, si ça vous intéresse.
Match 2, on a vu notamment beaucoup d'ajustements de la part de Dallas qui a commencé à faire des switches en fait off-ball. C'est-à-dire que notamment Gafford, plutôt que de rester sur son match-up de base, on le fait switcher et comme ça, Irving, tu restes pas en tant que Loman, tu vas prendre Horford plus haut sur le terrain, Horford qui est sur l'aile, et comme ça Gafford peut rester dans le rôle du Loman. Et c'est lui qui peut venir aider au panier. Ok. En l'occurrence, ce qu'on a vu là sur ce match-là, donc c'est le contre-ajustement. C'est-à-dire que Dallas était bien ajusté pour commencer à faire beaucoup de ces switches off-ball pour garder le pivot dans le rôle du Loman qui vient aider au panier, qui vient aider efficacement au panier. Et là, le contre-move, ça a été plein de systèmes de jeu pour attaquer cette position du Loman. Dans le sens où si tu as envie de switcher off-ball et si tu veux garder Gafford dans une certaine position, nous on fait tourner le ballon et on t'attaque un peu un contre un. Comme ça, tu peux pas être le mec qui aide, t'es le mec qui est face au ballon. Voilà, très, très simplement. Donc pas mal de très bons systèmes. Et encore une fois, voilà, finalement, on a aussi cet aspect de Joe Mazzulla qui sait ce qu'il fait et qui est très méthodique dans ce côté organisation du terrain, dans ce côté tel système joué pour telle raison, etc., etc. Après, je ne veux pas non plus tomber dans l'exagération et dans tout est brillant côté Boston et tout est nul côté Dallas. Je pense que, honnêtement, on est typiquement sur les mêmes Boston Celtics qui ont souvent été critiqués que d'habitude. C'est-à-dire, encore une fois, des tonnes de 3 points. Alors certes, c'est en catch and shoot et c'est sur des drives, ok, donc c'est plutôt des bons tirs, mais c'est beaucoup de 3 points et très peu de tirs au panier. Et en plus, très peu de lancers francs également. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être tout blanc, tout noir. Je pense que c'est un peu les mêmes Celtics que d'habitude. C'est juste que, là, ça rentre assez. Et surtout, c'est qu'on a aussi en face une équipe de Dallas qui n'arrive pas à scorer. Et bon, en même temps, c'est pas Dallas, ça vient pas que de Dallas, hein. C'est aussi du crédit à donner à la défense de Boston. Mais finalement, on arrive, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a un peu le Boston de d'habitude en attaque avec les mêmes défauts que d'habitude, c'est-à-dire beaucoup de 3 points et finalement pas tant que ça de côté je peux aller au panier malgré tout, je peux scorer au panier malgré tout si je peux, non. Mais par contre, pourquoi ça marche et pourquoi ça passe pour l'instant, c'est parce que c'est pas tant que l'attaque est devenue bonne, c'est pas tant que l'attaque devient élite pour corriger les défauts de la pression au panier, c'est plutôt que de l'autre côté, ils sont tellement excellentissimes pour défendre Dallas que ça passe, quoi. Ça passe. Mais finalement, il y a un peu cet aspect où, si je vous dis, c'est un profil de tir qui a été fait contre Miami l'an dernier et ça a terminé sur une défaite, c'est-à-dire 55% de tirs qui sont pris à 3 points, à peine 23 au panier, ce qui est extrêmement faible, 12e centile, à peine mieux que 12% de tous les matchs NBA cette saison. Voilà, et puis peu de fautes, donc beaucoup de 3 points, peu de tirs au panier et peu de lancers francs provoqués. Bon, ça, si je vous dis, c'est un profil de tir de Boston l'an dernier, match, je sais pas combien, match 2, où ils ont perdu contre Miami. Vous me dites, oui, c'est évident, c'est Boston qui prend trop de 3 points, en plus 36% d'efficacité, l'efficacité n'était pas là, ok, c'est un profil de tir du Boston, le maillot Boston d'habitude qui perd des matchs. Ce serait pas choquant. Et sauf qu'en fait, là, on n'a toujours pas un Boston qui a fait sa mutation, mais qui est tellement bon en fait, qui est tellement bon défensivement que voilà, ça passe avec ce côté parfois imparfait en attaque. Il y a des séquences de jeu où on voit que ça ressort aussi. Le fameux run dans le 4e quart-temps où Dallas est en train de revenir avant l'expulsion à point nommé de Luka Doncic. Il y a des séquences aussi, on retrouve ce Boston qui ronronne dans le périmètre, qui prend des pull-ups un peu compliqués, qui fait pas ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, je veux pas être tout blanc, tout noir. On a d'un côté excellents schémas défensifs qui sont parfaitement mis en place. De côté positif aussi, un Joe Mazzulla et un coaching staff de Boston qui est, je trouve, aussi excellent dans comment attaquer, pourquoi, de manière méthodique, de manière réfléchie et intelligente, même si c'est des systèmes de jeu qui semblent n'être pas grand-chose, mais en fait, tout est calculé. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce truc de, finalement, si Dallas arrivait un peu à faire sauter le verrou et à arriver à marquer des points, je pense que Boston n'est pas imprenable. Parce que Boston, en attaque, c'est pas parfait. C'est bon, c'est très bon. En plus, on a beaucoup de mouvements off-ball, beaucoup d'activités, d'un joueur qui coupe dans le dos de la défense, des rebonds offensifs, comme dit aussi des tonnes de catch and shoot. Donc, c'est pas non plus c'est des tirs et des 3 points qui sont de qualité bien plus grande que les pull-ups à 3 points de Irving et Doncic. Mais voilà. C'est un peu marrant si vous êtes fan de Boston parce que vous allez gagner le titre a priori sur une équipe qui a toujours les mêmes défauts que d'habitude, qu'on a toujours décrié, c'est-à-dire très peu de tirs au panier, très peu de lancers francs et très peu de ce côté implacable pour aller au panier, pour créer du jeu, mais par contre des tonnes de 3 points. Donc peut-être que Boston va gagner le titre avec ce même profil de tir qui était critiqué avant.
Et puis oui, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais en effet, je pense que ce qui est bien dans ces finales aussi, c'est la capacité de Boston à non seulement défendre la transition, mais surtout à eux-mêmes se projeter très très bien en transition et aller chercher beaucoup de points faciles en transition. C'est même assez étonnant, quoi. Assez étonnant à quel point ils arrivent à multiplier le nombre de situations de contre-attaque qui sont des situations beaucoup plus rentables que la moyenne, beaucoup plus que du jeu de demi-terrain, évidemment. Et donc c'est ce qui fait qu'on a un Boston aussi bon, quoi, qui arrive à gagner les matchs, notamment parce qu'ils vont grappiller beaucoup de ces points faciles et des points qui, à mon avis, sont un peu évitables. Côté Dallas, je pense que c'est dommage que les vis soient pas un peu plus resserrés. Mais voilà, notamment, exemple assez marquant et très précis. Sur ce match-là, par exemple, ils sont à 40% de fréquence de transition après un rebond. Or, bon, on ne sait pas ce que ça veut dire. Sachez que donc, le nombre de contre-attaques suite à un rebond, non pas suite à une interception, mais après un rebond, notamment défensif, c'est un score qui est dans le 94e centile. 94e. Donc un score de nombre de contre-attaques générées après un rebond, donc juste on accélère le jeu après un rebond défensif, 94e centile, mieux que 94% de tous les autres matchs NBA cette saison de playoff. Voilà, donc on est sur une capacité à accélérer le jeu et à prendre à revers cette défense de Dallas, et c'est aussi pour ça que je parle d'un peu de points évitables, parce que bon, il y a aussi une question de repli, il y a aussi une question de vis qui ne sont pas assez resserrés, je trouve, comme on l'a aussi pas mal décortiqué en vidéo sur les matchs 1 et 2, si ça vous dit d'aller voir sur la chaîne YouTube, et même plus globalement, mais pas que après un rebond défensif, même après interception, et donc globalement sur les transitions, on est dans le 80e centile en termes de fréquence de transition sur ce match-là, ce qui est énorme, quoi. Vraiment, et en plus, comme dit, même quand il n'y a pas forcément des points de contre-attaque sur la contre-attaque en elle-même, ça crée des mismatchs, ça fait de l'attaque en semi-transition où on va faire s'installer très tôt Tatum au poste bas contre un tel mismatch, et donc ça crée du jeu, ça fait extra passe, 3 points dans le corner pour Jaylen Brown. Voilà. Il y a aussi un aspect il y a le côté très méthodique de demi-terrain de Mazzulla qui est génial, mais en plus, donc on a cette projection en transition, et puis en plus, on a les rebonds offensifs qui font du bien. Donc voilà. Ah oui, pardon, j'en ai même pas parlé, mais c'est vrai que pour parler de ce côté-là du terrain, mais plutôt centré Dallas, bon, il y a tout ce jeu de match-up et de comment est-ce qu'on arrive à mettre dans ce rôle du Lomen ou pas, comment est-ce qu'on switch ou pas, ça c'est une partie ok, mais c'est vrai que pour le coup, là je trouve qu'en termes de performance défensive, c'est vrai que Doncic a été beaucoup plus mauvais que d'habitude en termes de premier rideau, et à quel point est-ce que ça compte, je pense que ça compte quand même pas mal. Il y a notamment le fameux dunk là, de Jaylen Brown. Qu'est-ce que c'est? C'est un pick and roll où ça va chasser Doncic. Bon, le niveau d'effort, il est néant, quoi. Et je sais pas à quel point c'est de la santé, je sais pas à quel point c'est... je sais que beaucoup de monde aime pas qu'il râle sur les arbitres et lie un peu tout ça à son jeu. Bon, je sais pas, mais voilà. Globalement, je trouve qu'on a eu un mauvais Doncic défensivement, et ce qui fait que quand on a un premier rideau qui est à ce point poreux, certes, tu peux avoir des schémas qui sont faits pour inciter au drive vers une aide. Là, c'était pas le cas. Là, c'est beaucoup de juste je me fais blow-by et voilà, même si tu es censé avoir une aide derrière, c'est compliqué. C'est compliqué si tu n'arrives pas à offrir assez de résistance et à suffisamment freiner en premier rideau. L'aide en deuxième rideau peut pas tout rattraper, hein, surtout que c'est pas Rudy Gobert derrière, quoi. C'est Gafford ou Lively. Donc plus tu es mauvais en premier rideau, plus ça met du poids et de la pression sur le deuxième rideau qui ne peut pas tout rattraper mécaniquement. Et en plus, donc, on a Doncic qui n'a pas été bon du tout sur le ballon sur ce match-là. Irving qui se fait attaquer au poste bas, mais bon, ça c'est la taille, c'est normal. Plus donc Tim Hardaway Jr. qu'on a rajouté sur ce match-là également, parce qu'on attendait l'attaque mais qu'on n'a pas eu. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, et c'est ce qui a permis à Boston de dérouler son plan de jeu habituel de allez, on met un tel ou un tel sur pick and roll, on crée le mismatch. Ensuite, le mismatch, il va être protégé par une aide, et donc on déclenche tout ce qui est drive and kick, extra pass et donc catch and shoot. Voilà, ça fait le boulot de très très belle manière. Et puis pour le coup, je me demande à quel point est-ce que Jason Kidd pourrait pas, aller pour un dernier match là, ou pas d'ailleurs, parce que si la série se prolonge, si ça marche, mais à quel point est-ce qu'on peut pas aussi tenter de mettre plus de pression sur le ballon éventuellement? Est-ce que ce serait pas ça aussi la solution? Alors, tu pourrais t'exposer à du drive and kick, tu fais un 2 contre 1 sur le ballon et que tu mets la pression sur Brown ou sur Tatum. Bah oui, tu es en 3 contre 4 derrière. Donc, décalage, donc potentiellement extra pass, catch and shoot, etc. Mais de toute façon, ça, tu le fais déjà, en fait. Tu le fais déjà. Tu concèdes déjà des décalages, du drive and kick, des catch and shoot, de l'extra pass, du mouvement de balle, etc., etc. Tu le fais déjà en faisant des switches sur le ballon, et Boston est ensuite capable de punir avec ce jeu de drive and kick. Donc, au final, quitte à concéder ce décalage, est-ce qu'on pourrait pas aussi tenter peut-être de mettre plus de pression sur le ballon et de pas autant concéder des switches faciles
à Tatum, à Brown notamment, mais pourquoi pas d'aller les titiller sur le passing et de faire des prises à 2 plus agressives. Bon, c'est un peu une wildcard un peu agressive, je sais pas si ça va être joué, mais je serai un peu curieux, et on va peut-être finir là-dessus, on a déjà fait assez long, mais j'ai hâte de voir maintenant que Dallas est dos au mur, quels sont un peu les ajustements, même risqués, que Jason Kidd va pouvoir nous sortir défensivement, peut-être, pour le coup, mais aussi et surtout offensivement. Je pense que c'est un peu ce qui a été tenté là avec Tim Hardaway Jr. et son shoot. Bon, ça a été un gros loupé, mais là, dos au mur, faut tenter des trucs, je pense, et c'est l'heure de faire des stratégies à haute variance. C'est-à-dire, c'est risqué, donc tu peux le payer cher et la série peut être pliée, mais en même temps, tu peux aussi gagner gros si ça marche, donc c'est peut-être l'heure de dégainer la carte risquée en termes d'attaque, en termes de défense. Bref, on suivra ça. Voilà pour ce petit décryptage macroscopique de ce qui s'est passé dans ce match 3 des finales NBA. Rendez-vous peut-être sur la chaîne YouTube bientôt pour des micro-détails tactiques et pour analyser en vidéo ce match 3 des finales NBA. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce petit débrief, pas non plus des tonnes de trucs à dire, vous avez vu, mais tout de même un peu cette frustration. Bref, donc on verra ça, restez aussi branchés sur la chaîne YouTube si on arrive à faire des décryptages vidéo, même si, attention, on n'a pas 2 jours de pause, on n'a pas 3 jours de pause, justement, on a 2 jours de pause à peine. Donc ne vous faites pas avoir, le match 4 arrive plus tôt que prévu. Mais bref, voilà pour ça, on se retrouve bientôt pour reparler des finales NBA, je pense, sans aucun doute. Et puis ensuite on fera d'autres émissions à la fin des finales, évidemment, mais voilà pour la prochaine fois. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme d'habitude, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.